Je me coiffe. Test son, test. Ouais, je sais, non mais je suis chaud parce que vu qu'on n'a pas fait de débrief hebdo week-end dernier parce que du coup je pouvais pas, j'avais crise de foie. J'ai oublié d'allumer la lumière. Allez, on va faire ce débrief hebdo en 3 points majeurs. On attendait des gros replis sur des grosses zones majeures, sur les indices, sur les actions, pour pouvoir réaugmenter notre exposition. Bien nous en a pris, puisque alors que le SP500 entrait en bear market, moins 20% de baisse depuis ses plus hauts, eh bien nous sommes effectivement maintenant 10% plus haut que ces zones d'achat. Je vous le rappelle, c'était les 6800 points sur le CAC, Dow Jones les 38 000 points, la borne basse de ce gros canal ascendant, SP500 à 4800, et de Caetera, j'en passe. Bref, on a pris 10% depuis, on s'est quitté il y a 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes sur les mêmes zones de prix. Mais ça, on en reparlera plus tard. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Trump est en train de se calmer. Déjà, parce que dans son entourage politique, on lui dit « Wow, stop and break it down !» Des négociations sont en cours. Et vu qu'il a chargé la mule en imposant tout et n'importe quoi dans le monde entier, beaucoup plus que ce qui était attendu, aujourd'hui, le marché se rassure en disant « Bon ben finalement, il peut faire que marche arrière. Il a commencé à le faire et a priori, il y a quelques négociations en cours avec la Chine, même si visiblement Pékin n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Entre-temps, en début de semaine, de cette semaine-là, il y a eu des rumeurs sur le licenciement de Jérôme Powell, le patron de la Fed, de la part de Donald Trump. Ça serait pas mal de le limoger, le vieux schnock. Trump a effectivement fait volte-face puisqu'on avait une énorme pression sur le marché obligataire, des taux d'intérêt qui se sont envolés. Aujourd'hui, c'est en train de se calmer. L'hémorragie a été stoppé. Et même chose sur le dollar américain, grosse pression baissière qui est aujourd'hui, d'ailleurs le dollar américain face à un panier de devises, revenu sur des plus bas de plusieurs années. Donc ça s'arrête, même si il y a encore un risque. On le verra juste après. Et puis, nous avons le bal des publications de résultats. Oui, c'est un bal de publication de résultats. Alors, j'ai pas les derniers chiffres là aujourd'hui, puisque ça s'actualise toutes les semaines. Mais on a quand même plus de 70% des boîtes qui ont déjà publié qui font mieux que prévu. On parle de bénéfices nets par action, que c'est la référence des analyses des marchés, plutôt que simplement de chiffre d'affaires ou de résultats nets. Et surtout, le truc aussi très important, ça je vous en avais parlé ces dernières semaines et même d'ailleurs ces derniers mois, vous vous souvenez, on avait un écartement entre l'évolution du prix du SP500 avec l'anticipation des bénéfices nets par action sur les 12 prochains mois des entreprises. En gros, pour simplifier, le SP500 s'est emballé tout seul alors que les perspectives des entreprises ne suivaient pas de manière aussi forte le mouvement. Donc, en termes de valorisation, c'était un peu excessif. Et ben, aujourd'hui, on revient effectivement sur des niveaux qui deviennent intéressants. Ce pourquoi aussi, les investisseurs comme nous en avons profité pour remplir le panier de provisions, profiter des soldes. Disons que ça devient un petit peu plus raisonnable. Donc globalement, lundi, Trump va limoger Powell. Le mardi, finalement, en fait, c'est pas du tout le cas. Pression baissière dès le lundi et finalement, tout le reste de la semaine, remontada progressive. Alors au moment où je tourne la vidéo, je préfère préciser toujours parce qu'à chaque fois, j'ai des commentaires en dessous en disant « Oui, mais t'aurais dû parler de ci, parler de ça ». Les cours de la semaine n'ont même pas encore clôturé. Ouais, je préfère prévenir parce qu'entre-temps, il peut y avoir des news super positives ou super négatives. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir aussi dans les commentaires en disant « Tiens, depuis, on a eu telle news, tel machin ». Donc, on est revenu sur les plus hauts d'il y a 2 semaines quand Donald Trump a dit « Non, les droits de douane, finalement, on fait une pause, on verra dans 90 jours, sauf la Chine ». Ce qui nous a permis, du coup, de prendre des bénéfices sur tout ce qui a été acheté ces dernières semaines, notamment sur les actions. Yes, Xav, premier plafond de verre atteint. Salut tout le monde au passage. Effectivement, sur la SP500 ou comme sur les autres indices, on peut se dire qu'on commence à approcher proche de petites, voire résistances assez importantes. D'accord? Alors, concernant les actions, pour ma part, j'ai ce graphe sur le SP500. Plus ça va monter et plus on va se rapprocher de la MM 200 jours, vous la voyez ici, ou même un peu plus haut, plus on va se rapprocher des 5007, 5008, 5009, et plus je vais continuer d'alléger, voire même de prendre totalement mes gains sur toutes les actions qu'on a prises ensemble, tout en bas, dans le trou du SP500 qui correspond également au trou sur les actions. Grosso modo, pour faire le point globalement que j'ai envie de faire, c'est sur les US. Grosso modo, j'ai allégé actuellement, vous le voyez, si vous prenez les notifs IVT,
suivant les valeurs, par exemple sur fixe, j'ai allégé 50% de tout ce que j'ai pris dans le trou, mais il y en a d'autres comme Nvidia où j'ai allégé que 30%. Il y a toutes mes zones donc où je suis rentré à l'achat sur les actions US, d'accord. L'objectif c'est quoi? C'est plus le SP va se rapprocher des 5008, 5009, s'il y va, et plus je vais alléger pour ma part les actions américaines jusqu'à 70%. Je garderai certainement 30% de solde parce que je suis pas Madame Irma et ça se trouve, on va réaliser tout simplement et bêtement un V bottom incroyable et donc il faut toujours garder une part de l'investissement et des investissements qu'on a fait tout en bas. En revanche, en Europe, notamment sur les actions européennes, là je suis un peu plus cool, je suis un peu plus calme. J'ai pas encore fermé beaucoup de lignes. J'ai pris, il me semble, quelques bénéfices, par exemple sur Renault, exactement. Mais en Europe, je compte plus prendre mes bénéfices sur les lignes, mais rester investi à hauteur de 50%. Voilà. Pourquoi? Parce que le momentum en Europe sur les indices européens me paraît toujours plus haussier qu'aux US. Et donc, les US, c'est vraiment le parti pris pour ma part en 2025 pour profiter de cette volatilité. Donc, tous les trous, quand ça retombera, pardon, excusez-moi, je re-rentrerai sur le marché, d'accord? Alors qu'en Europe, je vais peut-être laisser un peu plus courir certaines lignes. Voilà, je vous ai mis quelques actions ici. C'est mes préférés actuellement. Avgo, notamment, ça correspond un peu aussi au graphe d'NVIDIA. D'accord? Des actions américaines qui restent très solides. On a fait sur ces actions la MM20 mensuelle. Donc, vous voyez, plus ça monte, c'est comme sur fixe. Voilà, sur fixe. Donc là, j'ai pris 50% de mes bénéfices sur ce que j'avais repris tout en bas, sur la MM20 mensuelle. Plus ça va monter... Je vais peut-être certainement pas attendre des ATH, mais vous voyez, par exemple, fixe là, on a pris 50% de bénéfices sur les 400. Si ça rebat vers 440, 460, je solderai complètement ma position. Voilà, ça c'est ma stratégie américaine. Attention, ça veut pas dire que je les oublie. Ça veut dire que si par exemple je prends rapidement mon pinceau, c'est par exemple, voilà, là ça peut monter encore un peu, il me semble. Le momentum, le V-bottom est plutôt pas mal. Et ensuite, j'essaierai de profiter de la volatilité pour rentrer dessus. Et quand ça remontera, je réallégerai. Voilà, je vous ai fait un dessin rapide, mais c'est grosso modo ce que je veux faire aux US. Actuellement, mes actions préférées américaines, bah, vous le savez, hein, c'est Nvidia autour des 90. Là, elle est à 110, elle peut remonter à mon avis à 120, 130, 135. J'allégerai. Si elle retombe, je reprendrai. Donc voilà, je vous ai mis Avgo parce que j'aime bien. Fixe. Voilà, aux US, grosso modo. Donc, sur la SP500, plus on va continuer de monter et plus je vais alléger mes actions américaines pour ensuite, s'il y a une rechute, reprendre pour reprofiter de cette volatilité. Attention, s'il y a rechute, je rentrerai qu'à hauteur de 50% de mes liquidités de ma poche cash sur les actions américaines. Pour l'instant, je ne suis pas du tout sur des niveaux où j'ai envie de rentrer à 85%. Ça se trouve, j'ai tort. Ça se trouve, et à mon avis, j'ai tort. Et à mon avis, dans le trou, j'aurais dû peut-être rentrer à 100%. Voilà, mais c'est comme ça, c'est un choix. En fonction des niveaux, si vous mettez par exemple en mensuel sur la SP, vous connaissez mes niveaux, vers 4008, 5000, je rentre 50%. Et pour rentrer beaucoup plus, il faudrait que j'ai un trou, une deuxième vague baissière bien plus importante. Pour l'instant, on voit bien qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'elle n'arrivera pas ou qu'elle n'arrive pas. Mais bon, peu importe. J'ai tout mon temps, patience, persévérance, discipline et motivation pour tenir. Côté autre action, je vous en donne 2-3 autres. Une de mes préférées, DIM, j'ai rien allégé. DIM MM20 trimestriel, j'adore. Vous pouvez demander UVT, hein, je fais que ça d'acheter DIM non-stop. Pour viser dans un premier temps TP1, je sais pas, 250, 280. Donc vous voyez, j'ai le temps sur DIM. Je suis pas rentré dessus sur ERF. J'aime bien ce qu'elle fait aussi sur la MM 50 trimestrielle, toujours affaire à suivre. Donc voilà, une de mes autres préférées, c'est GLE. Là, c'est une de mes plus grosses positions sur IVT. On est rentré plein de fois, sorti, rentré, sorti. Mais en tout cas, vous voyez que le pullback sur la MM50 trimestrielle était magnifique. Le balai de moyenne mobile s'organise en trimestriel. Dès qu'il y a des baisses sur la Société Générale, tout ce qu'elle a communiqué en termes de ratio financier, d'évolution, de marketing, de commercial, de réorientation stratégique, plein de trucs, tous ces derniers communiqués, pour moi, étaient au top. Donc voilà, Société Générale, achat à chaque repli, tant qu'elle n'a pas atteint au moins, vous voyez, au moins ça, là, les 50-55, ok. Autre chose que j'aime beaucoup, les deux lignes que je travaille le plus actuellement, en mode actif, je suis sorti, rentré, sorti, pareil, c'est KGX. Pourquoi KGX? Tout simplement parce que, pareil, j'ai bien aimé tout ce que j'ai pu lire
sur les dernières communications. Et donc, on a des bandes de Bollinger mensuelles et un énorme niveau complètement plat. Pareil, KGX, dès qu'elle rebaisse, je rachète pour viser en TP1 à nouveau le haut du range. Après, est-ce qu'elle partira? J'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Bien évidemment, Schneider Electric qui a fait pullback sur sa MM50 mensuelle. Magnifique. Donc elle, c'est un peu plutôt comme Avgo fixe. Plus on monte et plus j'allège, plus ça retombe, plus je reprends. Et enfin, une de vos copines préférées, MC, LVMH, la MM50 trimestrielle. Elle est toujours plus basse, autour des 380-400, notamment pour celles et ceux qui adhèrent et qui préfèrent le Moyen-Âge à la baisse. On est à nouveau rentré dans une zone où le Moyen-Âge à la baisse est permis, contrairement à la zone haute. Voilà, c'est exactement pareil que sur le SP500. Moyen-Âge à la baisse au-dessus de 6000 pendant un an, hors de question pour moi. À partir de 5000, on peut commencer. Et plus ça descend, et plus on profitera. On dit souvent que c'est impossible de tailler le marché. Franchement, sur le SP500, il y a un niveau là, un autre niveau là, et un autre niveau là. Si c'est difficile d'avoir 3 niveaux et de passer 5 minutes pour tracer ces 3 niveaux là où on rentre ses liquidités, bah oui, alors à ce moment-là, c'est impossible de timer le marché. Et alors là, oui, c'est compliqué. Mais il y a un moment, autant faire autre chose. Honnêtement, autant faire autre chose. Voilà. Donc, moi, toujours pareil, je privilégie. Quand j'ai des liquidités de côté, j'épargne de côté. Alors, vous allez me dire, nanani, mais avec l'inflation, tu perds un peu. Ok, si vous voulez. Mais dans tous les cas, je préfère avoir mes niveaux de prêt, que ça soit sur un indice que vous pouvez trader ou investir via ETF ou trader via futur ou les actions, etc. Et quand j'ai mes niveaux, ça me permet de rentrer sur des niveaux clairs, clés, nets et précis. Et après, quand il y a des rebonds, j'allège au fur et à mesure. Voilà, bien évidemment, cette stratégie-là marchera à fond en 2025-2030. Uniquement si la volatilité reste d'actualité et surtout si on a des marchés un peu plus violents, entre guillemets, avec des gros rebonds comme là on a, parce que la tech elle a repris presque 10% et des rechutes rapides. Voilà, passez toutes et tous un excellent dimanche. Je vous embrasse bien fort. Merci FT, merci Xav, merci l'équipe. Ciao. Et oui, et c'est d'ailleurs ce que j'ai cherché à faire cette semaine, de commencer, je dis bien commencer, travailler à la vente. Avant, pour rappeler simplement le contexte, ok, il y a du mieux, l'hémorragie a été stoppée, on l'a vu, sur les taux d'intérêt aux États-Unis, mais on n'a pas non plus de retournement majeur. Donc attention quand même, il y a peut-être aussi une suranticipation des marchés actions et des indices vis-à-vis de ce qui se passe sur le marché obligataire. Alors tu me diras, tant mieux, parce que du coup, ça permet d'en profiter. Et puis sur le dollar américain, oui, il y a une réaction sur le bas de cet énorme range-là, qui est plutôt d'ailleurs une zone d'achat, mais on n'a pas encore de retournement psychologique de toute cette dynamique baissière qu'on voit maintenant depuis des semaines. Donc, on peut parler de rebond technique pour le moment. À côté de ça, bien évidemment, avec tous ces droits de douane, etc., ça va avoir des implications, que ce soit en termes d'inflation, ça on verra ce qu'en dira Jérôme Powell au cours de ces prochaines semaines, mais aussi en termes économiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la croissance du FMI, alors non, c'est pas vraiment la croissance du FMI, mais c'est le FMI, les estimations de croissance du FMI vis-à-vis de la croissance mondiale, a abaissé ses prévisions de croissance. Ça semble relativement logique. Croissance mondiale 2025 estimée à 2,8%. Au mois de janvier, le FMI estimé à 3,3%. Donc il y a quand même un décalage assez considérable. Bien évidemment, le FMI a abaissé ses prévisions, que ce soit États-Unis, Chine, mais aussi la France, en avertissant que de nouvelles tensions commerciales ralentiraient l'économie. Bon, fallait pas sortir de Saint-Cyr pour avoir l'info. Croissance pour la France attendue en 2025. Attends. Ah ouais, on va croître, mais de ouf, 0,6%. C'est moins bien que les 0,8% estimés précédemment. Ouf. Et nous sommes effectivement dans la saison de période de publication de résultats. On va pas toutes les faire parce que sinon on va passer 2500 ans. Mais dans les grosses de cette semaine, nous avons eu Tesla et aussi étonnamment que ça puisse paraître, les résultats n'étaient pas bons. Alors vous allez me dire, ah non, on sait que c'était pas bon parce que politiquement, c'est pas ouf. En plus, ils vendent moins de voitures, concurrence. Mais c'est pas ça qui est étonnant, c'est plutôt la réaction de marché derrière. Chute du bénéfice net, 71%. Ça, c'est pour le premier trimestre 2025. Mais Elon Musk a annoncé se retirer progressivement, notamment du gouvernement américain et la fameuse cellule Doge, de réduire les coûts, les dépenses et de mettre un petit peu le nez là-dedans pour se reconcentrer sur Tesla et sur toutes les nouveautés qu'il y aura cette année. Des nouveaux modèles plus abordables sur les véhicules Tesla et le lancement également de Cybercab autonome d'ici juin. Donc du coup, même si les publications
publication était mauvaise, le marché anticipe plutôt du positif pour l'avenir. On a également eu la publication d'Alphabet, la maison mère de Google. Là, les résultats étaient très bons. Chiffre d'affaires plus 12%, bénéfice net plus 46%, augmentation de son service de recherche, croissance dans les services cloud plus 28%. Bref, Google a publié derrière plus 4% dans la foulée. Oui, elle a aussi annoncé des rachats d'actions pour 70 milliards de dollars. Donc forcément, ça favorise aussi la hausse du titre. Ah oui, et intelligence artificielle, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Ça fait à peu près 1 minute 30. 75 milliards de dollars à investir encore cette année dans l'intelligence artificielle. Bon, Intel... C'est moins glorieux, mais en même temps, c'est pas nouveau parce que ça fait des mois que c'est quand même la galère absolue. Plan de réduction de ses effectifs puisque ça va très mal pour la boîte, de 20% d'effectifs en moins quand même. Adidas, bah ouais, on continue à courir, bah ouais, hein. Grosse performance pour le premier trimestre 2025. BNP Paribas, le bénéfice net recule un petit peu. Oui, on va parler aussi de ce qui se passe en France, pas que aux États-Unis. C'est pas non plus le centre du monde, moins 4,9%. Sur le trimestre. Et c'était en ligne avec ce qui était prévu. Donc, pas de surprise. On va en faire encore 2 autres. Pour les amateurs de... Il y aura un nouveau circuit urbain à Madrid en 2026. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Eh bah, tu me crois pas. Qui c'est qui va participer à ça, à construire tout ce bazar? C'est Eiffage. Plus de 80 millions de dollars. C'est le contrat qu'a remporté Eiffage pour la construction de ce circuit. Et ça sera donc le Grand Prix d'Espagne en 2026. Si tout se passe bien. Et puis Nintendo, pour les amateurs de jeux vidéo, la nouvelle Switch cartonne. Lancement est prévu le 5 juin et Nintendo a déjà dit qu'elle ne pourrait pas répondre à toutes les demandes qui ont été faites, plus de 2,2 millions de demandes de la console au Japon. Donc oui, il va y avoir encore beaucoup de volatilité entre Fed, Trump, droit de douane, anticipation économique, news, publication de résultats. Et sachant qu'en plus maintenant les indices sont revenus sur des niveaux majeurs. On va dire au moins des niveaux intermédiaires. Puisqu'on revient sur le SP500 sur cette grosse zone de résistance, les 5500 points qui correspond à la borne basse d'un canal ascendant en weekly dont on est sorti par le bas. Donc là, c'est un premier point dur. Sur le Dow Jones, on revient sur la médiane de ce canal ascendant autour des 41 500. Nasdaq, 20 000, j'arrondis à peu près le trait. C'est le croisement, en tout cas à l'avenir. Moyenne mobile à 20 semaines, moyenne mobile à 50 semaines. Le DAX, lui, revient pas très loin de la borne haute de ce long canal ascendant sur lequel il y a eu une énorme réaction baissière ces dernières semaines, après avoir d'ailleurs fait quasiment le bas de ce canal ascendant. Et le CAC 40, lui, revient tranquillement au milieu de ce range dans lequel on évolue depuis maintenant 2 ans. 7500 points. Donc voilà pourquoi cette semaine, sur les indices, et je vais vous dire en toute honnêteté et transparence, la réalité du terrain, parce que ça n'a pas été une semaine de folie pour moi sur les indices. Ça a été une semaine moyenne, donc voilà, quand on fait des semaines qui sont pas terribles, des jours qui sont pas terribles sur le marché, c'est tout à fait normal. Si vous dites, non, j'ai l'impression, moi, je fais pas de perf, j'y arrive pas et tout, j'ai l'impression d'être tout seul, je regarde les réseaux sociaux à droite et à gauche, tout le monde gagne, tout le monde a raison sur tout. Non, c'est faux, c'est pas la réalité du terrain. Et c'est pour ça que je mets un point, j'ai envie de dire presque un point d'honneur, à vous partager même après coup ce qui se passe bien, ce qui se passe pas bien, parce que c'est vraiment la réalité du truc. Et en plus, tout ce que je fais, en tout cas une très grande partie, je le partage sur IVT, que ça soit ce qu'on fait avec Rodolphe et avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des coachs. Et quand on fait les choses moins bien ou qu'on sent pas le marché ou que le marché ne nous correspond pas, etc., il suffit tout simplement, pas dire forcément de se mettre en retrait, de trader moins. Mais c'est pas trader plus pour gagner plus, forcément. Il faut pas s'acharner quand le marché ne nous donne pas raison. Ou tout simplement quand nos plans ne se déclenchent pas. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, on disait ouais, mais nous on veut attendre justement pour réinvestir beaucoup de cash qu'on garde, comme d'ailleurs Warren Buffett en avait largement parlé en disant voilà, en termes de valorisation, ce qui va se passer, etc. sur les marchés, finalement, je sens pas d'investir là-dedans, j'attends des gros replis, ces gros replis ont lieu et c'est là qu'il faut intervenir. C'est pas justement quand on est dans des phases de marché qui ne nous correspondent pas. Là, cette semaine, par exemple, sur le CAC, j'ai cherché
à vendre des signaux proches, justement, je l'ai dit, des 7500 points. J'ai pris une position à la vente, je gagnais quasiment 100 points à un moment donné. J'étais pas sur mes zones d'objectif. J'ai sécurisé la position avec un stop de protection au cours d'entrée, ce qu'on appelle un stop loss ABE. Ça a été déclenché. Voilà, c'est le seul trade que j'ai fait cette semaine sur le CAC. Et c'est pas grave. J'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu non plus. Sur le SP500, j'ai pris une petite perte parce que j'avais un signal en horaire autour justement de cette zone de résistance des 5500. J'ai mis notamment ma polarité, c'est ce que j'utilise pour avoir un point de repère au jour le jour. Pour me dire, tiens, tant qu'on est là au-dessus, tu peux acheter si tu as une casquette verte, et tant qu'on est là en dessous, tu peux vendre si tu as une casquette rouge, si c'est plutôt dans le sens de ton plan. Je commence à avoir une inversion de polarité, des signaux baissiers, j'y vais, je mets une invalidation juste au-dessus de ma polarité, et heureusement que j'ai mis d'ailleurs cette invalidation, puisque derrière le SP500 s'est envolé. Donc j'ai pas profité de cette hausse. C'est pas grave, j'ai pris une petite perte, tant pis, c'est pas une bonne semaine, c'est comme ça. Et je crois que dans tous les domaines, c'est pas sûr que sur les marchés, qu'en investissement ou qu'en trading, on fait ni 100% de réussite, ni on est systématiquement 100% performant tous les jours. Voilà, ça va dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, sportif. Je suis pas sûr que tous les footballeurs professionnels ils fassent que des matchs de ouf systématiquement. C'est pareil dans tous les domaines. J'aurais pu également parler par exemple du golf avec Augusta où Rory McIlroy a gagné pour la première fois sa veste verte alors que ça fait plus de 11 ans qu'il attend ce moment. Alors que le gars, c'est un super champion. Il a attendu son moment, il a persévéré, il a continué, maintenant il a réussi. Il est passé par de nombreux échecs qu'on raconte pas forcément parce que c'est pas que ça intéresse personne, c'est que c'est moins valorisant. Mais c'est la réalité. Des fois, c'est comme ça. C'est pas grave, il faut continuer à persévérer et surtout garder cette discipline au quotidien. Faut pas lâcher. L'euro-dollar également, grosse zone de résistance mensuelle autour des 1,13, 1,15. Alors je sais, la zone elle est un petit peu large, mais voilà, comme on l'a vu tout à l'heure sur le dollar américain qui est en train de réagir borne basse, forcément l'euro-dollar, c'est un peu le truc inversé, borne haute. Donc j'attends des signaux baissiers, notamment si on s'installe sous les 1,13, 0,00000. Peut-être d'ailleurs qu'on aura une réintégration en weekly de ce gros range. Je l'achetais en début d'année pour viser la borne haute. On l'a fait en 2023-2024. Je vendais un 10 en 11 pour viser la borne basse, ça a été fait. Là, j'attends mon moment. On aura également beaucoup de résultats d'entreprise la semaine prochaine. Également la première estimation du PIB aux États-Unis pour le premier trimestre 2025. Ça, c'est mercredi et vendredi. Le NFPI, l'emploi aux États-Unis avec un taux de chômage attendu stable à 4,2%. Et oui, sur le CAC et le SP, donc ce que je vais surveiller, c'est si on s'installe sous le CAC sous les 7450 points, alors ça m'intéresse pour reprendre une position à la vente puisque échec en milieu de range, on réintègre, encore un peu de volatilité, etc. Même chose sur le SP500, ma polarité actuelle, 5450. Si on commence à s'installer là en dessous, ça m'intéresse de retravailler dans ce sens-là. Mais moi, j'estime aujourd'hui, on n'est pas dans des zones d'achat. Ça peut aller plus haut, pas de problème, mais j'ai pas envie d'accompagner ces quelques pourcents peut-être qui restent de hausse avant que le marché passe à autre chose. Parce que les droits de douane, ça va forcément avoir un impact économique et d'inflation. Sachant que Trump a fait une pause sur 3 mois et à un moment donné, ça va quand même se mettre en place. Donc attention quand même. Alors sur les cryptos, il y a du mieux. Sursaut d'orgueil, ça suit les marchés traditionnels. Toujours compliqué sur les altcoins, quand bien même d'ailleurs cette semaine sur SUI. Grosse performance, on a fait quasiment x2. J'étais déjà positionné dessus, on en avait déjà parlé précédemment. Ce qui me permet d'alléger, donc de réduire mon curseur d'exposition. Donc je prends quand même dans un marché qui est compliqué un peu moins de 50% de performance sur cette position. J'allège 40% de ma ligne, ce qui me permettra de reprendre plus tard sur repli ou sur d'autres cryptos un petit peu plus forts. Donc je continue à travailler, toujours la même chose, augmentation des curseurs d'exposition quand ça se replie sur des zones importantes, réduction de curseur d'exposition pour prendre des bénéfices, récupérer du cash pour pouvoir retravailler le marché ensuite. Donc oui, sur le Bitcoin, dominance qui reste toujours très forte, 64%. On tient les 75 000 $. Il n'y a aucun stress tant qu'on tient cette zone. On avait déjà parlé, MM50 Weekly. Attention quand même à pas s'enflammer tout de suite. Je rappelle que sur Total 3, on est toujours dans cette même configuration qu'en 2024. Donc oui, ça va mettre du temps avant vraiment de changer de psychologie de marché. C'est cool. Ça repart, tant mieux. Il y a 3 semaines, tout le monde broyait du noir parce qu'on était tout en bas. Je vous disais, malgré ça, même si effectivement on n'a aucun signe positif, si ce n'est
qu'il y avait quand même une belle résilience du marché vis-à-vis de cette grosse baisse des marchés traditionnels par rapport à ce qui se passe vis-à-vis justement des États-Unis, aujourd'hui, j'en profite maintenant, après avoir tenu justement cette psychologie, j'ai envie de dire enthousiaste, d'alléger un petit peu justement sur des forts rebonds. Je l'ai déjà fait sur BNB, je le fais sur SUI et peut-être d'ailleurs que ce week-end, je l'aurais déjà fait sur Solana, pourquoi pas, parce que réintégration également de gros range. Tout ça, on l'a vu en détail mercredi dans le débrief crypto, donc n'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Le matin aussi, je fais des petits shorts, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient et qui l'ont vu. Je fais un petit point de 2 minutes tous les matins également ici, en plus de tout ce que vous avez sur IVT, dans les Morning Mood, etc. sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast. Donc voilà, faut pas se forcer à vouloir absolument tous les jours, toutes les semaines, à tirer dans tous les sens n'importe comment, juste parce qu'on s'est fixé un objectif de performance. Ça, c'est la pire des choses à faire. Il faut travailler le processus. S'il n'y a rien aujourd'hui ou s'il y a rien demain et après-demain, c'est pas grave. Il faut attendre son actif, 3-4 plans sur 3-4 actifs, ce qui donne 3-4 trades par semaine. Ça peut largement suffire. Et je reçois de plus en plus de messages en disant « Tiens, puis que je t'écoute, je fais de moins en moins de trades. C'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus propre, beaucoup plus serein et finalement, je fais beaucoup plus de performance. » Donc bravo à vous. Merci d'ailleurs pour vos retours et vos messages. Et il faut agir quand on se sent à l'aise. Il faut préparer sa fenêtre de tir, y aller quand il le faut. Et parfois, voilà, sur les indices, par exemple, cette semaine, c'était pas fou. Bon, ben, c'est pas grave, ça se passe super bien sur les cryptos. Peut-être que demain, il y a l'euro-dollar qui va me redonner une zone de vente et un signal de vente sur cette énorme zone, parce que j'ai fait une super année 2023, 2024 et début 2025. Ben, c'est pas grave si j'ai rien pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je m'en fous. Mais il faut absolument pas chercher à avoir raison tout le temps sur tous les mouvements, sur tous les actifs. Et si on vous dit qu'on a toujours raison sur tout, c'est faux. On se trompe parce qu'on agit. Merci pour vos pouces, pour votre soutien, pour votre énergie, que je vous renvoie d'ailleurs aujourd'hui en ce dimanche.